je propose de commencer, même si je ne sais pas si les foules vont arriver, mais c'est pas sûr. Donc on avance dans ce second salon Sciences en Livres. On a eu quelques exposés autour des virus, 3 depuis ce matin. Hier, on avait eu un exposé de Marc-André Solos sur le monde invisible des sols. Là, on va avoir une discussion sur le monde invisible du vivant. Voir l'invisible, c'est pas mal. Donc, pour cette discussion, on va se faire avec Pascal Cossard, qui est secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences depuis quelque temps, dont, il y a quelques années, a fait son DEA dans un bâtiment emblématique de l'université à l'époque de Lille, qui était le C9, avec Monsigny et comme directeur de labo Jean Montreuil, John pour les locaux, les anciens. Après, elle a fait une thèse à l'université à Washington, si je me souviens bien. Puis, progressivement, arrivée à l'Institut Pasteur, où elle dirige un labo et professeure émérite à l'Institut Pasteur. Et donc, spécialiste des bactéries intracellulaires. Alors, merci d'être venu, d'avoir accepté cette invitation. Alors, c'est un livre que je vous recommande vivement, que j'ai été... Quand on m'avait suggéré cet auteur, j'avais dit aux catastrophes, ça va être quelque chose de très difficile à lire et difficilement accessible au grand public. Alors quand je l'ai ouvert, j'ai été très surpris, positivement, que c'est très facile à lire et très agréable. Alors, d'où vient cette idée d'avoir fait un livre où il y a un texte illustré par des dessins, qui ne sont pas des schémas, mais qui sont des dessins faits par un illustrateur. Donc c'est un travail à 4 mains, qui peut-être un peu plus d'ailleurs que 4 mains, puisqu'il y en a d'autres qui ont dû participer. Et c'est très agréable à regarder. Alors malheureusement, on ne les verra pas à l'écran, donc la seule manière de les voir, c'est d'acheter le livre. Bon, alors, d'abord, merci d'être là. Je suis absolument ravie d'être ici à Lille, à Naples. On appelait ça à Naples avant, donc... C'est Villeneuve d'Ascq. D'accord, ok. Donc, c'est un livre que j'ai fait pendant le premier confinement. Et j'étais déjà intervenue dans une émission qui s'appelle Les petits bateaux. Et cette émission, c'est une émission où on répond à des questions qui ont été posées par des enfants. Et la journaliste qui organise ça, en fait, voilà, elle accumule les questions et puis un jour elle vous téléphone et elle vous dit: est-ce que vous accepteriez de répondre moi j'ai beaucoup de questions pour vous. Et donc je suis allée chez elle, j'ai répondu à peu près à 50 questions qu'elle a distillées au fur et à mesure du temps pendant ces émissions. Et je trouvais ça super. Et donc l'idée de faire un bouquin grand public m'est venue parce que j'en ai fait un autre il y a 4 ans et je pensais qu'il était grand public, mais beaucoup de monde m'a dit non, c'est trop compliqué. Donc là je me suis dit je vais partir sur la même chose. Et en discutant avec les gens, ils me disaient mais alors tu vas parler de ça, tu vas parler de ça, tu vas parler de ça, etc. Et finalement à chaque fois c'est une question et une réponse. Et effectivement, une illustration par Fabrice Hibert, qui est quelqu'un qui s'intéresse à la science et qui n'y connaît pas grand-chose. Et finalement, au départ, j'avais fini d'écrire, je lui ai donné mon livre et puis il ne se passait rien. Et en gros, il a fallu qu'on se mette vraiment à deux pour qu'il illustre tout. Donc c'est un livre qui au départ était un livre qui devait parler que des bactéries, parce qu'on s'était rencontrés et on avait vu Odile Jacob et j'avais convaincu Fabrice Hibert que les bactéries c'était super à dessiner et à illustrer et tout. Et puis finalement, quand ce virus est arrivé, je me suis dit, si je parle de bactéries, je ne parle pas de virus, mon bouquin, il va faire un bon plof. Donc il faut que je parle des bactéries et des virus. Puis si je parle des virus, il faut que je parle aussi des parasites, etc. Et de fil en aiguille, je me suis mis à vraiment balayer un tout petit peu tout ce qui est, en gros, unicellulaire.
Et donc ce bouquin, c'est ça, c'est vraiment tout ce qui est unicellulaire et répondu en 73 questions. Alors vous allez dire pourquoi 73 ? Parce que chaque fois que j'avais une nouvelle question qui était suggérée par quelqu'un, je la rajoutais et tout. Mais il y a un ordre quand même. Donc tout au début, on décrit exactement ce que sont que tous ces micro-organismes unicellulaires, et je vais y venir. Ensuite, il y a ces micro-organismes, chacun, bon, au départ, je les décris ensemble pour les comparer. Ensuite, je vais chacun dans leur catégorie. Et puis ensuite, je montre que, et ça c'est quand même le gros message de ce livre, c'est quand même que la plupart sont tout à fait bénéfiques, ou ils sont bénéfiques parce qu'ils sont à un endroit où ils sont bénéfiques, soit ils ont même été utilisés. Donc il y a un chapitre sur microbes et environnement, un autre qui est microbes et alimentation, et enfin je viens sur un chapitre qui est microbes et bien sûr santé et maladie, et ça c'est incontournable. Et en plus, je trouvais qu'il y a des choses qui manquent dans certains livres, c'est des annexes. Donc j'ai fait une annexe par exemple pour montrer les bactéries, les maladies humaines qui sont dues soit à des bactéries, soit à des virus, soit à des parasites, pour que les gens aient les idées claires, parce que si on leur dit vous utilisez des antibiotiques pour les bactéries, et s'ils ne savent pas ce que c'est que la maladie due à une telle maladie est-elle due à un virus ou une bactérie, finalement ils sont perdus. Donc là il y a vraiment ça. Et puis il y a une autre annexe qui à mon avis est importante à l'heure actuelle, c'est une annexe qui fait le point sur les épidémies. Finalement, on ne se rend pas compte de la taille, de l'importance des épidémies. Est-ce que l'épidémie de peste dont on parlait à Marseille il y a quelques centaines d'années, est-ce qu'elle était très importante, la grippe espagnole, etc. Donc comme ça donne des chiffres et ça permet vraiment de replacer. Évidemment, il y a un glossaire aussi pour se repérer. Alors normalement, les questions sont indépendantes les unes des autres, et quand elles ne sont pas indépendantes les unes des autres, je le dis. Et voilà, donc c'est vraiment. Et puis, c'est mon deuxième livre. Donc le premier, je n'osais pas le montrer à personne parce que je me disais comment les gens vont le lire, etc. Alors que celui-là, je l'ai vraiment montré, je l'ai vraiment confronté avec ce que les gens pensaient. Voilà. Donc, vous avez un peu résumé le film de l'après-midi. Peut-être qu'on peut rentrer un peu plus dans les détails. Oui. Par exemple, on va commencer par les différentes formes de micro-organismes, c'est-à-dire distinguer bactéries, Voilà, je vais les distinguer. D'accord. Puis, après ça, on pourra peut-être échanger un peu sur est-ce qu'on virus, bactéries et la définition du vivant, peut-être. Oui, c'est ça qui, à mon avis, est important. Finalement, tout le monde a regardé la télé depuis 2 ans, tout le monde s'est dit ok, je connais tout ce qui se passe sur les virus et tout ça. Et en parlant avec des gens, moi je m'aperçois que finalement, il y a un mot qui prête vraiment à confusion, c'est le mot microbe. Donc, le mot microbe, c'est un mot que j'aime pas. C'est un mot qui a été inventé par un chirurgien français qui s'appelle Sédillot. Et Sédillot, c'était un chirurgien qui vivait au même moment que Pasteur et Robert Koch, c'est-à-dire à la fin du 19e siècle. Et il avait proposé ce mot microbe pour tout ce que faisait justement ce monsieur Pasteur qui essayait d'identifier quel était l'agent responsable de la rage, l'agent responsable des fermentations, l'agent responsable de maladies du vin, etc. Et donc il avait proposé le mot microbe alors que Pasteur lui-même utilisait plusieurs sortes de mots. Et parce que Pasteur travaillait essentiellement sur, justement, des maladies, le mot microbe, il a une connotation négative. Et c'est ça qui n'est pas bien. Parce que finalement, qu'est-ce que ça veut dire microbe ? Ça veut dire, ça vient du grec, micros, bios, la petite vie, petit organisme vivant. Donc c'est un mot qui a vraiment une connotation que j'aime pas, parce que souvent, on dit qu'un virus, c'est un microbe. D'accord ? Et donc là, aujourd'hui, ce que je voudrais vous dire, c'est qu'il faut faire attention à ce qu'on dit. Et pour moi, un virus, ce n'est pas un organisme vivant, vraiment. Un organisme vivant, par exemple une bactérie, c'est un organisme qui est capable de manger, de grossir, de se diviser et de donner une descendance. Quand vous pensez à un microbe
Un microbe, il ne changera jamais de forme. Il ne mange pas. Un microbe, ça ne mange pas. Ça grossit pas. Mais un microbe, ça rentre dans une cellule. En gros, un virus, ça rentre dans une cellule. En gros, ça se déshabille. À l'intérieur du virus, il y a un matériel génétique qui s'appelle soit de l'ADN, soit de l'ARN, qui est pris en charge par la cellule qui a été infectée. Et il va y avoir multiplication du matériel génétique, multiplication de protéines qui vont impacter ce matériel génétique et qui vont faire cracher des virions, des virus à la cellule. Donc le virus, si vous voulez, c'est un peu moi, j'ai mis dans le dessin un dessin de coucou. C'est un coucou qui va faire son nid chez les autres, hein, et puis il y a toute une descendance qui se produit. Mais lui-même, il n'a pas la machinerie pour faire des protéines, il n'a pas la machinerie pour vraiment se réorganiser. Donc, les virus, on les met un petit peu à part pour le moment. Et alors, on parle du monde du vivant. Et le monde du vivant, j'essaie de l'expliquer dans ce livre, c'est que le monde du vivant, il est partagé en trois grandes catégories. Trois grandes catégories. Donc là, je parle d'organismes vivants, c'est-à-dire des organismes qui sont capables de manger, de grossir et donner une descendance. Donc, la première catégorie, ce sont les bactéries. Les bactéries, ce sont donc des organismes unicellulaires qui n'ont pas de noyau, mais qui ont à l'intérieur d'elles-mêmes un chromosome, quelquefois deux, mais enfin un chromosome. Et au moment où la bactérie grossit, s'allonge, se divise, il y a un chromosome qui va dans chaque bactériophyte. Ça, c'est la première catégorie, des bactéries. Alors, il y a d'autres organismes qui sont proches des bactéries, mais pas tout à fait pareils, plus compliqués en ce qui concerne leur enveloppe, leur membrane, plus compliqués en ce qui concerne les machineries qui font les protéines, etc. Et ça, c'est ce qu'on appelle des archées. Au début, on les appelait archébactéries, maintenant, on les appelle des archées. Donc voilà, je vous ai déjà défini deux catégories d'organismes vivants. Et la troisième catégorie, elle est beaucoup plus grande, elle est plus compliquée, et on appelle ça des eucaryotes. Et dans cette grande catégorie, vous avez des organismes qui sont unicellulaires, et il y en a qui sont multicellulaires. Les multicellulaires, vous les connaissez tous, il y a les hommes, il y a les animaux, il y a les plantes. Et dans les monocellulaires, c'est-à-dire des protistes, des organismes très simples, vous avez par exemple des levures, vous avez des microalgues, vous avez des parasites. Voilà. Donc, le monde du vivant, pour moi, je répète, les bactéries, les archées, et puis les eucaryotes. Quelquefois, on dit les bactéries et les archées, ce sont des prokaryotes. Donc, on peut diviser en deux, et puis après, une des deux divisions, on la redivise en deux. Et à côté de ça, j'ai les virus. Et les virus, ils sont capables d'infecter toutes ces catégories. Donc, les virus, ils sont capables d'infecter des bactéries, et ils les font éclater. Les virus, ils sont capables d'infecter des archées, et ils sont capables d'infecter des eucaryotes monocellulaires ou des eucaryotes pluricellulaires. Donc, j'insiste, les virus, ce sont des agents pathogènes, ça c'est sûr. Ce sont des microbes, parce que le mot microbe, c'est un mot un peu que j'aime pas, mais ça n'est pas des micro-organismes. Donc voilà, ça c'est quelque chose que je trouve très important. Alors vous allez dire, mais quand même, un virus, c'est toujours quelque chose qui est toxique, etc. Oui, tout ça c'est vrai. Mais au point de vue organisme vivant, voilà. Un petit désaccord sur le fait que ce n'est pas forcément toujours pathogène. Les virus. Oui, ça on peut dire que... Oui. C'est rarement très bénéfique, mais ce n'est pas toujours pathogène. Alors. Et puis il y a quand même des traces dans les cellules eucaryotes, il y a des traces de rétrovirus très anciens. Oui, mais les virus, ce sont toujours des agents qui sont rentrés dans une cellule. Là, vous êtes d'accord avec moi? Ah oui, je suis d'accord avec vous. D'accord. Alors... je dirais même que pour moi, ce qui fait qu'un virus n'est pas vivant,
est un agent biologique, si on veut. Un agent pathogène, oui. Pathogène Oui. ou biologique. C'est cette phase cruciale qui a, juste après l'entrée, avant la formation de virus, de nouveaux virus, c'est une phase qu'on appelle chez les virologistes une phase d'éclipse où il n'y a pas de virus. Exactement. Exactement. Il se déshabille et voilà. Bon. Donc ça me paraît très important, mais d'un autre côté, vous allez dire, par exemple, dans le sol, vous avez des tas de micro-organismes et vous avez aussi des virus. Et les virus, ils participent aussi à tout l'équilibre de tous les sites environnementaux. Donc vous en avez dans la mer, vous en avez dans les sols, vous en avez dans votre intestin, etc. Donc il faut bien voir que ils sont tellement simples qu'ils ont dû arriver en même temps que les premières bactéries, c'est-à-dire avec 3,5 milliards d'années. C'est certain que les virus étaient là en même temps que les bactéries. Voilà. Oui, certains émettent des hypothèses comme quoi tous les virus, au moins à ADN actuellement, dérivent d'un ancêtre commun très ancien. Parce qu'on retrouve des choses qui sont relativement conservées. Par exemple, entre le bactériophage lambda chez coli et chez l'homme, l'adénovirus, il y a des choses qui sont conservées au niveau structure. Mais bon, ça, c'est des détails. On va revenir sur les bactéries. Souvent, les bactéries sont plutôt associées à des pathologies, mais en fait, globalement, il y a beaucoup plus de bactéries qui sont bénéfiques et qui coopèrent et qui sont même indispensables aux organismes pluricellulaires. Absolument. Donc ça, c'est un des grands messages de ce livre et de beaucoup de livres qui sont en train de sortir, c'est que les micro-organismes font partie de notre organisme, les micro-organismes font partie des organismes des animaux, les micro-organismes font partie de l'environnement, et sans micro-organismes, il y a déséquilibre, et il y a donc soit maladie, soit sensibilité à des déséquilibres, etc. Alors, je vais bien sûr commencer par ce qui est le plus connu, c'est ce qu'on appelle le microbiote intestinal, mais il faut que les gens qui ne sont pas tout à fait au courant de ce qu'est un microbiote, il faut qu'ils aient bien en tête que quand on dit le microbiote, ça ne veut rien dire. Il y a un microbiote intestinal, il y a un microbiote sur la peau, dans la cavité orobuccale, sur le cuir chevelu, sur les racines des plantes, dans le sol, etc. Donc le mot microbiote, ça définit en fait un ensemble de micro-organismes qui vivent en sorte de communautés à peu près équilibrées et qui vivent en symbiose avec l'endroit où ils sont. Donc, le microbiote intestinal vit en symbiose avec notre intestin, avec nous. Mais sur les racines des plantes, vous avez aussi tout un microbiote racinaire qui est extrêmement important pour les plantes. En fait, la bouche des plantes, c'est pratiquement leurs racines. C'est là où où les plantes cherchent leurs nutriments, leurs aliments. C'est là aussi où il y a des maladies qui peuvent arriver, mais sur les racines, il y a beaucoup de micro-organismes qui, d'ailleurs, pour grande partie, sont des micro-organismes du sol. Et d'ailleurs, si vous avez une plante qui marche pas bien, qui pousse pas bien, très souvent, si vous la changez d'endroit, elle va mieux pousser, certainement à cause de la chimie du sol, mais aussi beaucoup à cause des microbes, des micro-organismes qui sont à cet endroit-là. Voilà. Alors peut-être si on rentre un peu plus dans le monde bactérien, il y a des bactéries qui sont extracellulaires, mais il y en a aussi des espèces un peu moins nombreuses qui sont intracellulaires. Ah oui, mais là, vous abordez le problème des bactéries qui sont pathogènes ou pas pathogènes. Ouais. Ah, oui. Une bactérie qui rentre dans une cellule, elle est plutôt pathogène. Hein. Ça, je crois que là, vous abordez le problème des pathogènes. Mais peut-être on peut en rester encore un tout petit peu sur les microbiotes, parce que je pense que c'est quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit. C'est qu'on a appris dans les 10 dernières années tellement de choses sur ces microbiotes que c'est important que le grand public sache qu'il y a une révolution de ce côté-là. Il y a une révolution qui est due au fait que les technologies ont beaucoup avancé. On est capable de prendre, par exemple, on prend un peu de matière fécale, mais un peu de matière fécale d'un homme, d'une femme, et puis très rapidement,
on va pouvoir extraire l'ADN de tout ce qui est là et séquencer, établir la séquence, établir la structure de tout ce qui est à l'intérieur de ce microbiote. Et les ordinateurs vont être capables d'ordonner tout ça et de nous dire, vous avez des prévotés là, vous avez des clostridium, vous avez ceci, vous avez cela. Et on est à une période que je trouve extrêmement intéressante, c'est qu'on fait encore ça que dans des laboratoires, mais on peut prédire que très bientôt, mettons dans 10 ans, vous aurez votre médecin qui vous dira ah ben on va analyser votre microbiote pour savoir si il se passe quelque chose de ce côté-là. Vous voyez, je pense qu'on est vraiment à une frontière des connaissances par rapport à ces microbiotes. Et ce qui a vraiment été le déclencheur, c'est les séquençages automatiques, les séquençages avec des grandes machines qui vont très vite, et puis les ordinateurs qui sont capables de stocker les résultats et puis de les analyser, de les comparer. Donc évidemment, à l'heure actuelle, on fait ça à un temps T, mais ce qui est important, c'est de voir sur la durée qu'est-ce qui se passe. Ah oui, 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 absolument. Mm. Oui. On était parti sur les bactéries non bénéfiques, peut-être un peu pathogènes, on peut peut-être y revenir, parce qu'il n'y a pas que les intracellulaires qui peuvent être pathogènes, il y a aussi des extracellulaires. Oui, alors je pense que ce qui est important aussi, s'il y a dans la salle des gens qui ne savent pas trop, c'est qu'il ne faut pas se limiter au nom des bactéries, parce qu'on a des bactéries qui ont des noms, on se dit c'est une bactérie pathogène. Par exemple, quand on fait des yaourts, on utilise 2 bactéries essentiellement. Bon, si vous avez un streptocoque qui est là, il n'est pas forcément pathogène. Dans une famille de bactéries, vous en avez qui sont pathogènes, qui peuvent donner une maladie, et vous en avez qui ne sont pas pathogènes. Et quelle est la différence entre les deux ? Eh bien, vous allez avoir une bactérie qui est pareille que celle qui n'est pas pathogène, mais qui est capable de cracher une toxine. Donc, si elle crache une toxine, ça veut dire que cette toxine, elle peut, par exemple, provoquer des trous dans une membrane ou digérer, décomposer, faire qu'il y a une dégradation de vos cellules. Par exemple, justement, un streptocoque qui arrive dans votre gorge, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle produit des toxines, et ça provoque une sorte d'inflammation parce qu'il y a des composés bizarres qui ont été produits. Du coup, il y a des cellules du système immunitaire qui arrivent en masse et qui provoquent justement toute cette inflammation que vous avez. Ces toxines sont synthétisées par la bactérie, mais elles sont codées comment à l'intérieur de la bactérie ? Est-ce que c'est toujours, est-ce que c'est quelquefois dans le génome cellulaire, ou c'est toujours un plasmide qui code, ou c'est... Oui. J'ai une question subsidiaire. Après. Non, mais bon, en fait, la question qui est posée, c'est de se dire, finalement, cette toxine, comment elle est faite ? Bon, normalement, si on a une toxine qui est une protéine, cette protéine, elle vient d'un gène, et le gène, il était dans le génome. En fait, vous êtes en train de donner une petite exception à ce que j'avais dit. Une bactérie, ça a un grand chromosome, mais ça peut avoir des petits chromosomes en plus, et ces petits chromosomes, on les appelle des plasmides. Donc, quelquefois, on a des plasmides qui portent des toxines, donc, et ces petits plasmides provoquent la formation de ces toxines. Oui. Et ces plasmides, ils sont capables de passer d'une bactérie à une autre, quelquefois. Donc, ça aussi, c'est... Ce qu'avait utilisé comme technique Avery pour montrer que l'ADN était absolument responsable de l'information génétique. Oui. Alors, il y a une chose aussi qu'on lit dans les journaux et que je trouve vraiment qui me fait bondir à chaque fois, c'est le code génétique du virus. Par exemple, on dit, ça c'est quelque chose qui est carrément une erreur. Vous lisez dans les journaux, ça y est, le code génétique du virus a changé et on a un mutant. Ça ne veut rien dire. Le code génétique, on peut dire le génome a changé,
Il y a eu une mutation, et du coup, on a des protéines différentes. Mais le code génétique, c'est quelque chose de très particulier, et je vais essayer de vous l'expliquer. Bon, vous avez, dans vos cellules, vous avez de l'ADN. D'accord ? Cet ADN, il a différentes parties qui vont être lues par des enzymes qui vont fabriquer une copie, mais pas tout à fait identique, qui s'appelle l'ARN. Cet ARN, donc c'est une copie qui va être lue par d'autres enzymes pour pouvoir faire des protéines. D'accord ? Vous allez dire comment elles lisent ces enzymes, comment elles font. Elles regardent 3 par 3 ce qui se passe sur cette séquence de l'ARN, et elles sont capables de fabriquer les protéines. Et il y a un code, c'est-à-dire que si vous avez 3 bases qui sont là, ça va donner un acide aminé particulier, par exemple la glycine, qui va être dans les protéines. Donc le code, il est universel. Donc quand on dit que le code génétique a changé, c'est faux. Et il y a beaucoup de fois où on le lit dans les journaux. Par contre, vous pouvez dire pourquoi on a des mutants de virus. Vous avez notre chéri Corona, là, celui dont on a beaucoup parlé. C'est un virus à ARN. Donc il arrive dans une cellule, il se déshabille. Donc on a l'ARN qui est là et qui va être pris en charge par des enzymes. Il y a une enzyme du virus qui arrive avec l'ARN et qui va commencer à faire de l'ARN aussi, pour le copier à nouveau. Et puis, cette enzyme qui le copie, il y a quand même une sous-unité qui est capable de réparer les erreurs. Mais de temps en temps, les erreurs ne sont pas réparées, et tout d'un coup, on va se retrouver avec un virus qui est mutant. Et ça, ce qui est arrivé, on a eu ces différents mutants qui sont apparus. Et si ces mutants n'affectent pas trop la vie du virus, eh bien, ils commencent à se proliférer. Pour les bactéries dites pathogènes, il y a les organismes pluricellulaires peuvent se défendre. Alors, avant, peut-être, il y a deux types il y a une défense naturelle et il y a aussi ce que l'homme peut apporter. Alors, ce qui est peut-être plus facile à expliquer, c'est l'utilisation de ces substances qu'on appelle antibiotiques, avant d'aborder peut-être le problème de la réponse immune, qui est plus difficile, peut-être d'abord. Je ne sais pas. Bon, alors, donc, on est en train d'aborder autre chose que les micro-organismes et les microbes. On est en train d'aborder la réponse à ces microbes. Donc, soit on n'utilise pas de médicaments et notre organisme va réagir. Donc, comme vous venez de le dire, l'organisme il peut réagir parce qu'il est fait pour réagir. Et il est capable de réagir contre tout ce qui est étranger à lui-même. Donc, il a ce qu'on appelle une immunité innée. On a la façon de voir qu'il y a des choses qui sont arrivées entre nous. Alors, c'est différent si c'est un virus ou si c'est une bactérie ou si c'est un parasite. Bon, il y a des cellules, je ne peux pas rentrer dans les détails là comme ça, mais il y a des cellules qu'on appelle des macrophages. Ça, c'est des cellules qui sont capables d'arriver à un endroit où il y a une bactérie et ils la mangent, ils la détruisent, et puis ça donne le signal à une autre type d'immunité qu'on appelle une immunité spécifique pour qu'il y ait du nettoyage qui vienne se faire à un endroit où il y a beaucoup de bactéries. Bon, ça, c'est une première chose. Mais quand il y a des virus, ce n'est pas exactement comme ça que ça se passe. Parce que quand on a un virus qui arrive, la première chose qui se passe, ce n'est pas un macrophage qui va arriver, c'est qu'on va avoir un signal. Et ce signal, c'est la production d'interférons. Donc on a le virus qui arrive et boum, on a le corona qui arrive, tout de suite la cellule va vouloir faire de l'interféron. Et cet interféron, il va être craché par la première cellule qui a vu le virus, il va aller dans les cellules qui sont à côté et il va dire à ces cellules-là, attention, il y a un étranger, il faut vous protéger. Et ça marche très très bien. C'est l'immunité innée contre les virus. Et la deuxième phase va se mettre en route après, mais là, je pense que je ne peux pas rentrer dans les détails là aujourd'hui. Voilà. Alors maintenant, parlons des antibiotiques. Alors, les antibiotiques, ce sont des composés
qui sont faits dans la nature, soit par des bactéries, soit par des champignons, des levures, et qui sont capables de tuer des micro-organismes avoisinants. En fait, par exemple, la pénicilline, c'est fait à partir d'un pénicillium, donc c'est parce que ça participait à l'équilibre dans le sol, par exemple. On avait ce pénicillium qui était capable de tuer les bactéries environnantes et ça lui permettait à lui de pousser en bonne sécurité. Donc, quand on a commencé à découvrir la pénicilline, la streptomycine, on a essayé de regarder dans les surnageants de culture de beaucoup de micro-organismes pour voir si on n'avait pas des petits composants qui allaient tuer les bactéries. Bon, le problème, c'est qu'on a vite épuisé les ressources et qu'il a fallu créer des nouveaux outils. Mais là, vous menez sur quelque chose qui est très important à avoir à l'esprit, c'est qu'il y a beaucoup de bactéries qui sont devenues résistantes à ces antibiotiques. Alors, qu'est-ce que ça veut dire des bactéries qui sont résistantes? Les bactéries qui sont résistantes, elles peuvent l'être de différentes façons. Elles peuvent l'être, par exemple, parce qu'elles ont des pompes qui font que si l'antibiotique arrive, elles le crachent. Ou alors, l'antibiotique arrive, mais elles ont réussi à faire que le composé qui doit reconnaître l'antibiotique, ce composé, il a été changé, du coup, l'antibiotique ne peut pas rentrer. Ou alors, l'antibiotique rentre, mais sa cible est changée. Alors vous allez dire, mais comment une bactérie peut réussir à faire ça? Eh bien, c'est parce que, en fait, de temps en temps, vous avez des bactéries qui sont à côté de bouts d'ADN qui traînent parce qu'il y a eu des bactéries qui ont explosé, qui ont lisé, on appelle ça. Par exemple, dans votre intestin, de temps en temps, vous avez des bactéries qui crachent un peu d'ADN. Cet ADN, il peut être absorbé par une bactérie qui est à côté. Et si cet ADN était un ADN qui codait pour une enzyme qui, justement, permet l'excrétion de l'antibiotique, etc., bah, tout d'un coup, on a des bactéries qui sont résistantes à des antibiotiques. Alors ça se passe en présence d'antibiotiques. Il y a eu un transfert de gènes, et puis celle qui a eu ce transfert qui était bénéfique, bah, elle est devenue résistante, et puis elle gagne par rapport aux autres qui sont tuées. Et donc celle-là se multiplie, et les autres se multiplient pas. Voilà. Alors, on va rester un peu sur comment tuer des bactéries. Est-ce que certains envisagent d'utiliser des bactériophages pour faire disparaître des bactéries pathogènes? Alors, personnellement, je pense que c'est quelque chose de relativement difficile puisque les récepteurs sur les bactéries entre une pathogène et une non pathogène sont souvent très conservés, et de trouver des phages spécifiques des pathogènes, ça me paraît assez difficile. Alors, je ne parle même pas des problèmes de production de phages. Alors, un bactériophage, c'est un virus qui tue une bactérie. Je vous rappelle que tout à l'heure, tout au début, je vous ai dit, le monde du vivant, il y a 3 catégories. Il y a les bactéries, il y a les archées et il y a les eucaryotes. Dans les eucaryotes, il y a les pluricellulaires, les hommes, les animaux, les plantes, et il y a des monocellulaires. Et les virus, ils attaquent tout le monde. Les virus qui attaquent les bactéries, ça s'appelle des bactériophages. Et la question qui m'est posée là, c'est est-ce qu'on pourrait utiliser un bactériophage si on a une bactérie dont on n'arrive pas à se débarrasser avec des antibiotiques, des stérilisations, etc. Moi, je vais vous dire, ma position, elle est que je trouve ça super. Parce que j'ai vu des articles ou des exemples où on montrait que quelqu'un qui avait, par exemple, une infection avec un staphylocoque dont on n'arrivait pas à se débarrasser, si on met un peu de virus dessus, on arrive à s'en débarrasser. Alors, vous avez carrément raison de dire que le virus, il arrive sur une bactérie, il a besoin d'avoir un récepteur. Il a besoin d'avoir quelque chose qui va l'accrocher sur la bactérie. Et donc, utiliser les bactériophages, ça nécessite d'avoir une librairie de bactériophages. Et il y a une petite boîte, par exemple, en Israël qui est en train de se faire une librairie de bactériophages pour pouvoir taper sur toutes les bactéries qui viennent. Mais en Géorgie, c'est-à-dire en Europe de l'Est, il y a des gens qui l'utilisaient. En France, ce n'est pas utilisé, ce n'est pas permis. Oui, mais moi, je peux vous dire que si j'avais une infection... Pas forcément une infection à l'intérieur, quelque chose d'invasif. Je ne suis pas sûr que je suis prête à aller avaler des bactériophages. Mais quelque chose sur la surface, je trouve franchement
que vous avez des gens qui ont été brûlés, par exemple, qui ont des pseudomonas dont on n'arrive pas à se débarrasser. Franchement, si on peut se dire, on va mettre des virus et qu'ils vont tout éradiquer, moi je suis pour, clairement. Je n'ai pas dit que j'étais contre, mais le problème c'est le ciblage des récepteurs. Mais c'est vrai que c'est assez, Ben oui, mais facile. si on n'a C'est plus assez facile de d'antibiotiques, si on n'a plus d'antibiotiques et qu'on est devant un organisme qui est affaibli, eh bien, on est content peut-être de se débarrasser. Bon, c'est vrai que faire des librairies de phages, c'est relativement, techniquement, c'est assez facile. Oui. Oui. Il y a peut-être des questions dans la salle, en fait. Puisque peut-être que vous êtes tous endormis. Ouais, Je n'ai pas l'impression. Valérie, c'est de vous, c'est bien. C'est pour rester un peu sur cette thématique de bactériophages pour attaquer les bactéries. Et tout à l'heure, on disait que les virus, finalement, ils sont tous pathogènes. Alors, peut-être, non, on a modulé ça en disant... Ça dépend où on se positionne, quoi. Parce que je trouve que dans ce cas-là, ça fait passer ces virus-là du côté des bénéfiques. Bien sûr, non, mais complètement. Donc en fait, il faut... voilà, oui, non, mais je retire peut-être, si vous avez compris ça, ce que j'ai dit, c'est qu'un virus, il produit toujours une infection. Un virus, il produit toujours une infection. Alors, si c'est un virus qui produit une infection pour que l'équilibre soit... Oui, si c'est une bactérie pathogène. Non, mais c'est peut-être aussi une bactérie qui n'est pas pathogène. Et donc, ça maintient l'équilibre dans un sol, c'est tout. Donc, ils font partie de la vie, quoi. Mais ça s'appelle une infection. Hein. Rentrer dans une cellule, c'est quand même une infection. C'est pour ça que j'aime bien le coucou, c'est plus poétique. Oui. Est-ce qu'il y a des choses qui n'ont pas été claires dans ce que j'ai dit et que je peux répéter, si vous voulez ? Il y en a une là en haut. Criez, criez, criez. Oui ? Donc vous aviez entendu parler. Alors, d'abord, on ne dit pas archébactéries, on a dit archébactéries quand elles ont été découvertes. En fait, il y a des gens qui cherchaient des bactéries à des endroits bizarres, genre dans la mer Morte, où il y a la concentration saline qui est extrêmement élevée, genre dans les geysers du parc de Yellowstone aux États-Unis, etc. Et ils en ont trouvé des bactéries. Donc, ils se sont retrouvés avec des bactéries qui étaient capables de pousser dans des conditions absolument incroyables. Mais en y regardant de plus près, parce que ça avait l'air de bactéries, puisque c'était des êtres unicellulaires, qui avaient un ADN à l'intérieur, qui n'avaient pas de noyau, donc ce n'étaient pas des eucaryotes. Mais en regardant de plus près, on s'est aperçu qu'ils avaient des lipides qui n'étaient pas du tout présents chez les bactéries. On s'est aperçu que leur machinerie pour faire la transcription, pour faire la traduction et tout ça, était beaucoup plus proche des eucaryotes. Et finalement, ce sont des organismes qui sont pas si simples que ça, pas si simples que des bactéries. Donc voilà. Alors, ces bactéries-là, en plus, elles ont sans doute existé il y a très très longtemps. Peut-être c'est pour ça qu'on les appelle archébactéries, je sais, archées. Et par exemple, il y a des bactéries qui sont capables de fabriquer du méthane, par exemple. Il y a des méthanogènes. Voilà. Donc on a des archées dans notre intestin. Il n'y a pas encore eu de description d'archées qui soient pathogènes. Pour le moment, il n'y en a pas. On a décrit des virus d'archées qui sont spécifiques des archées. Donc, c'est vraiment une catégorie qui est à part. Voilà.
j'avais fait l'autre jour et que je vais refaire. C'est à un moment, quelque part, vous dites que, je ne sais plus exactement la phrase exacte, toutes les protéines ne sont pas des enzymes, mais tous les enzymes sont des protéines. Alors, autant sur la première partie, je suis d'accord totalement. Sur la deuxième, à mon avis, il doit y avoir des enzymes qui ne sont pas des protéines. Oui, mais vous savez, vous avez un spécialiste à côté de moi. Alors, donc, je ne sais pas si j'ai des spécialistes dans la salle uniquement, mais en tout cas, c'est un livre qui est grand public, qui dit 90% des choses sont vraies, évidemment. Comme partout, il y a des petites exceptions. Il y a des exceptions, c'est tout. Voilà, il y a des exceptions. C'est-à-dire que toutes les enzymes sont des protéines, la grande majorité, mais il existe des ARN qui sont des enzymes et qui sont capables de faire des choses. Parce que qu'est-ce que c'est une enzyme? Une enzyme, c'est un composant qui est capable de faire une action spécifique. Par exemple, couper quelque chose, ajouter un composant. Bon, donc c'est critique, hein, il critique ce que j'ai écrit. J'aime bien critiquer, c'est un peu dans ma nature. Ceux qui m'ont connu, ils savent. Mais bon, mais c'est gentil. Bon. Moi, je pense qu'il y a une chose qui est importante sur laquelle j'aimerais bien revenir, c'est vous dire que quand la Terre a commencé à être habitée, elle a été habitée par des bactéries, mais c'était une Terre qui était quand même pas très propice au monde du vivant. Et puis tout d'un coup, on a quand même eu des bactéries qui ont quand même été capables d'utiliser la lumière du soleil et de fabriquer de la photosynthèse et de faire de l'oxygène. Et tout d'un coup, la concentration d'oxygène sur Terre a beaucoup augmenté et il y a eu ça a été fatal, c'est-à-dire que ça a été un moment où il y a eu une diversification de tous les organismes vivants et on a vu arriver beaucoup de choses. Donc ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que les bactéries sont les premiers êtres vivants qui ont produit de l'oxygène. Et donc maintenant, cette photosynthèse, elle est faite par exemple dans les plantes, elle est faite dans les chloroplastes des plantes, parce que les chloroplastes, ce sont en fait des bactéries qui ont été absorbées par des cellules plus compliquées. Donc les algues ont la capacité d'utiliser la lumière du soleil et de faire de l'oxygène, et vous avez les plantes qui sont aussi capables de faire de l'oxygène. Donc quand vous avez le CO2 qui est là, vous avez tous ces organismes qui sont capables de produire de l'oxygène. Donc je crois qu'il faut vraiment vous rendre compte que les bactéries, elles ont même vraiment contribué, d'une part, à toute la population qu'il y a sur Terre, et maintenant, à l'heure actuelle, tous ces micro-organismes sont extrêmement importants pour justement tout ce problème du réchauffement climatique, des effets de serre, etc. etc. Il faut vraiment avoir à l'esprit qu'elles participent à cet équilibre du vivant. Pour aller dans le même sens, il y a aussi l'autre composant essentiel qui est une ancienne bactérie qui est dans les cellules eucaryotes qui sont les mitochondries. Absolument. Donc là aussi, c'est... Donc vous avez dans des cellules de plantes, vous allez avoir des composants qui font de l'oxygène et puis des restants de bactéries qui sont capables de vivre et de faire de l'énergie, on va dire. Alors, je crois qu'avec toutes les technologies qu'on a à notre disposition, on est en train de se rendre compte qu'il y a une multitude de micro-organismes qui existent. Alors, on a beaucoup parlé des bactéries, parce que c'est un peu ma spécialité, mais il ne faut pas oublier qu'il y a tous ces micro-organismes unicellulaires dans cette grande catégorie des eucaryotes, qui est extrêmement importante, par exemple dans les océans. Dans les océans, l'expédition Tara Océan a bien montré qu'on a des tas de micro-organismes qui ont des formes complètement farfelues,
qui participent justement à tout l'équilibre de ces océans. Donc vous avez ce qu'on appelle le phytoplancton, le zooplancton. Le zooplancton va manger du phytoplancton, mais ce phytoplancton qui est à la surface, c'est ce plancton-là qui utilise la lumière du soleil, qui va faire de l'oxygène. Et tout ça, c'est un grand équilibre qu'il ne faut pas détruire par je sais pas, de la surpêche, par l'établissement de barrages là où il ne faut pas, etc. Là, on est vraiment au cœur de tout ce qui est dans les débats actuels sur le réchauffement climatique, la déforestation, etc. Donc le message, c'est ça. Tous les micro-organismes sont absolument indispensables. Il ne faut surtout pas changer l'équilibre de tout ça. Rupture d'un équilibre, retrouver un autre équilibre, c'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident. Hein. Et par exemple, dans le microbiote intestinal, on appelle ça une dysbiose. Et les dysbioses peuvent mener à beaucoup de choses. Elles peuvent mener à des nécroses de l'intestin, elles peuvent mener à des déséquilibres immunologiques, elles peuvent mener à des problèmes même au niveau cognitif, etc. C'est très, très, très important. C'est pour ça qu'il faut suivre ça de près. Bon. Là, il y en a une. Il y en a une. Allez-y. Alors, je vais vous dire, j'ai évolué. Donc, les probiotiques, d'abord, les probiotiques, en général, ce sont des bactéries. Et la définition de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, c'est que ces micro-organismes doivent être capables d'avoir un bénéfice pour la santé. Bon, donc, il faut déjà le prouver, hein. En général, les probiotiques, ce sont des bactéries lactiques qui ont la capacité de s'établir dans l'intestin. On en a préconisé l'utilisation de probiotiques à des gens qui avaient eu par exemple un traitement aux antibiotiques et dont la flore intestinale, le microbiote intestinal était un peu déséquilibré. Moi-même, je me souviens à un moment, j'avais eu des petits troubles intestinaux, j'en avais eu et j'avais trouvé que ça m'avait fait un bien fou. Mais de plus en plus, il y a des études qui sont faites là-dessus. Et il y a notamment une étude qui m'a frappée qui montrait que si on donne des antibiotiques, et puis pour un traitement si on donne des probiotiques, et quand on fait un traitement aux probiotiques, on le fait quand même de façon assez prolongée, ça dure 1 mois, etc. Les probiotiques, ils sont faits pour s'installer, ils s'installent, mais ils prennent presque la place des autres. Donc vous avez votre flore qui a été un petit peu détruite par les antibiotiques que vous avez pris par exemple pour une angine. Et donc votre flore elle est un peu détruite, puis vous allez prendre des probiotiques, ces probiotiques ils vont s'installer et votre propre flore elle va peut-être pas forcément se remettre en place facilement. Donc moi je pense qu'il faut doser, il faut tester. Donc ma position elle est que j'ai été très très pour, Actimel, machin, etc. J'ai un petit peu changé en disant c'est pas systématiquement ce qu'il faut faire, mais quand même je ne peux pas m'empêcher de vous dire que, par exemple, Mechnikov, qui était un des élèves de Louis Pasteur, qui avait d'ailleurs eu son prix Nobel pour la découverte des macrophages, il venait d'Europe de l'Est et il connaissait un village où il y avait des tas de centenaires. Et il s'était aperçu que dans ce petit village, les gens ne mangeaient pratiquement que des produits laitiers où il y avait certainement des probiotiques et qui les maintenaient en bonne santé. D'ailleurs, je vous dis, tous les probiotiques qui sont utilisés, c'est des lactobacillus, c'est vraiment des bactéries laitières en général. Voilà. Vive le lait cru, mais oui, pourquoi pas.
dans le livre, j'explique un tout petit peu qu'est-ce que c'est la pasteurisation, qu'est-ce que c'est la stérilisation. Les gens ne savent pas trop, mais la pasteurisation, c'est une technologie que Pasteur avait mis au point quand on l'avait appelé au secours, quand les viticulteurs l'avaient appelé au secours en disant « Oh là là, on a notre vin qui est pas bon, etc. » Et donc, il a proposé un petit chauffage du vin qui était en train de se faire, et finalement le vin la fermentation s'est très bien faite. Qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait tué les bactéries qui produisent du vinaigre, hein, les acétobactères, etc. Donc c'est là où on a donc appelé la pasteurisation, qui se passe en général à peu près à 70 degrés. Ça n'a rien à voir avec la stérilisation qui, elle, doit se faire à très haute température, 120 degrés, pendant un temps assez long. Mais si vous comparez votre lait cru que vous venez de mentionner avec du lait pasteurisé ou du lait stérilisé, c'est sûr qu'on n'a pas la même sensation. Bah, bien sûr que non. Évidemment que non. Oui, quand vous prenez un lait cru, vous vous donnez des bactéries lactiques, ça c'est absolument sûr. Mais on va vous dire que un lait qui n'a pas été pasteurisé, un lait qui n'a pas été stérilisé, contient peut-être des staphylocoques ou des listeria. Donc c'est pour protéger les gens qu'on leur donne des laits comme ça. Mais là, on arrive sur des notions qui sont très importantes, qui est que il faut quand même être en contact avec des micro-organismes pour pouvoir avoir un système immunitaire qui est entraîné. Et d'ailleurs, le microbiote intestinal, une de ses fonctions, c'est de stimuler à bas bruit le système immunitaire. C'est-à-dire qu'il l'entretient. Et quand on fait des expériences chez des souris qui sont complètement germe-free, c'est-à-dire qu'on a réussi à élever sans bactéries, elles sont très 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 sensibles à tous les agents pathogènes qui arrivent. On a vraiment besoin d'avoir notre microbiote intestinal pour stimuler les défenses immunitaires. Ça, je le raconte, ça aussi. Mais bien sûr qu'on est fragilisé. Et il y a des chiffres qui montraient que, par exemple, si on prenait une population d'enfants entre tel âge et tel âge, on s'apercevait que c'est un travail de Jean-François Bach qui montre très clairement que la baisse des maladies infantiles est venue en parallèle à une augmentation de toutes les maladies, genre asthme, toutes les maladies qui sont inflammatoires, quoi, un petit peu. On n'est pas assez équipé. C'est pour ça que maintenant, on revient un tout petit peu à une... Oui, mais quand même, on en revient. Par exemple, enfin, je sais pas, moi j'ai l'impression d'avoir entendu que les bébés, il faut pas les laver tous les jours, il faut quand même laisser les enfants manger, se promener dans les jardins, etc. Quoi. Évidemment, il faut prendre des mesures barrières quand on a un virus tel que celui qui se promène en ce moment, mais il faut aussi être immunisé, sinon... ça, c'est aussi, là encore, une histoire d'équilibre. Si je veux respecter mes fonctions, on devrait s'arrêter là parce qu'on doit libérer la salle. D'accord. Alors pour les suivants, Ok, bon. ils attendent peut-être dehors, je ne vois pas, mais ça ne fait rien. Donc, on peut continuer la discussion dans le hall. Pascal Cossard